Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Nous sommes ravis de vous recevoir dans cet entretien. Vous êtes un militant souverainiste connu d'une partie de notre communauté, notamment parce que vous êtes le fondateur et le président du Cercle Aristote. Vous êtes également historien des idées et vous êtes le directeur de la revue trimestrielle Perspectives Libres. Si vous avez accepté notre invitation aujourd'hui, c'est parce que nous allons essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, notamment autour des thématiques de souveraineté, mais aussi des thématiques d'identité qui travaillent notre pays. On le voit encore récemment avec les questions autour de l'islamisme et qui nous poussent à nous demander qui nous sommes et quel projet on doit donner aux Français. Alors, juste avant d'évoquer tous ces sujets, j'invite tous ceux qui suivent Livre Noir à souscrire à notre grande campagne d'abonnement. Vous savez, Livre Noir se développe beaucoup. Nous avons organisé la grande confrontation. Nous avons désormais un magazine en kiosque qui se vend très bien. Mais nous avons aussi besoin de votre soutien. Vous savez, Livre Noir est régulièrement attaqué. Nous avons besoin de votre soutien à travers la possibilité de souscrire à des offres magazines ou notre site internet annuel. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.livrenoir.fr. Merci d'avance à tous ceux qui vont nous permettre d'évoluer. Alors, Pierre-Yves Rougeron, comme toujours dans ces entretiens, nous allons commencer par une citation. Pour vous, j'ai choisi une citation de Bernanos. Je cite: « On ne comprend rien au monde actuel, à la civilisation moderne, si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est avant tout une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » Qu'est-ce que cela vous évoque ? Déjà, premièrement, parce que vu la formulation et l'utilisation du mot conspiration, que M. Rudi Reichstadt ne s'excite pas. Premièrement, il ne peut plus poursuivre Bernanos, vu que Bernanos a plus mal aux dents depuis un moment. Et deuxièmement, c'est une citation peut-être un peu haute pour... quand on n'est pas capable de faire un XD qui ne bide pas. Donc, j'ai dit qu'il ne s'excite pas, et qu'il s'excite beaucoup en ce moment. Sur le dernier numéro de Front Populaire, par exemple, c'est un peu excité sans avoir de biscuits, donc faut se calmer. En réalité, Bernanos, il ne faut pas oublier que Bernanos est l'un des hommes qui a formulé avec le plus de génie l'un des grands problèmes de la pensée que nous avons quasiment oublié, qui est la question de la modernité. À la même époque, vous avez un intellectuel, pas de la même stature, mais un très grand intellectuel anglais, qu'Arnold Toynbee, qui écrit dans l'Occident, justement, qui écrit sur la question de la modernité face aux cultures. À un moment, nous, on se pense, on aimerait être à la hauteur des anciens, mais on ne pense plus le choc de la modernité. En réalité, on s'est mis dans l'hypermodernité. On s'en rend pas compte. On a été digéré par ça. On ne s'interroge même plus. On ne lit plus les penseurs critiques de la modernité. Même les penseurs objecteurs. Prenez quelqu'un de passionnant, qui n'est pas assez connu dans nos rangs, qui est pourtant de nos rangs, qui est Pierre Le Vigan, qui est un penseur objecteur de modernité. Je vois que le public a du mal à se mettre dans cette question-là. Or, que nous dit Bernanos quand il dit « conspiration contre toute forme de vie intérieure » ? En réalité, la modernité accouche de l'homme gris. L'homme gris, c'est l'homme masse, c'est l'homme qui deviendra l'homme pâte ensuite. Si vous voulez, vous aviez, je crois que c'est Maritain qui disait, l'individu, c'est la personne digérée par la matière. Je suis pas maritanien pour de rond, mais c'est assez vrai. En réalité, le vécu des hommes était granuleux. C'est Vialat qui le disait, je crois, ça. Aujourd'hui, il est devenu plat. Et l'absence de vie intérieure, c'est l'homme plat. C'est l'homme dont on peut faire n'importe quoi. C'est l'homme qui est tellement pâteux que vous pouvez lui enlever toute dignité, parce que la dignité, c'est une sorte de... c'est un solide à l'intérieur de vous. Quand vous n'en avez pas, si vous voulez, comme disait, je crois que c'était Gracian sur les courtisans, il n'a plus d'échine, parce que ça le gênerait pour ramper, vous comprenez ? Et encore, il n'a pas vu Darmanin à l'œuvre.
Donc aujourd'hui, l'absence d'échine, c'est devenu un sport national et un sport occidental. Or, on ne se rend pas compte à quel point l'homme avait besoin d'une vie intérieure face aux grandes questions métaphysiques qui, en réalité, sont multimillénaires. Le même Bernanos disait, si vous ne comprenez rien, si vous ne comprenez rien aux milliers d'années qui nous ont précédés, il avait une phrase, il disait, tendez les mains à vos chaînes. Or, aujourd'hui, on a une tendance à tendre les mains aux chaînes. Je ne dis pas qu'il faut être un anti-moderne. Anti-moderne, c'est une posture esthétisante. Moi, je suis trop pauvre pour ça. Et si on est ça, faut être Baudelaire. Faut être Baudelaire. Faut pas être l'écrivaillon de droite qui a lu 3 pages d'Evola et qui, dès qu'il voit une ruine, ne se sent plus. Tu vois, ça, je ne supporte pas. C'est un sport de riche et moi, malheureusement, j'en ai pas les moyens. Donc, j'ai peut-être une jalousie de pauvre. Mais ça m'a jamais tellement tenté. Tu vois, on peut être, c'est très présent dans l'œuvre de Le Vigan, par exemple, c'est objecteur de modernité. C'est-à-dire qu'il y a des parts dans la modernité dont on n'a pas à être fier, et particulièrement sur des questions anthropologiques. C'est-à-dire nous ne valons pas mieux que nos aïeux, et sur un certain point précis qui sont nécessaires à une anthropologie complète, nous valons peut-être moins. La question n'est pas de nous déjuger. La question, c'est d'agir pour nous redonner une épaisseur, pour redevenir un peu granuleux, pour avoir un peu de verticalité. Certains diraient de virilité, c'est un peu la même chose. Mais pour éviter d'être l'homme gris. Et c'est malheureusement, Bernanos a vu advenir l'homme gris. Et aujourd'hui, l'homme gris, c'est le quotidien occidental dont la plaie est en train de prendre et dont le pu est en train de se déverser sur la totalité du monde. C'est né chez nous, Et si les anciens avaient raison, là où est né ce qui menace, naîtra ce qui sauve. C'est de notre responsabilité. Ou alors, ça veut dire que tout l'imaginaire qui a fait notre grandeur, c'est-à-dire que tout le capital réel sur lequel nous avons construit la modernité, parce que la modernité, on peut l'adorer, mais elle repose sur un capital anthropologique qui a été constitué avant elle. Capital que nous sommes en train de dilapider. Question, qu'est-ce qui arrivera quand on arrivera au dernier chèque ? Qu'est-ce qui arrivera quand il y aura plus ce capital ? D'accord ? Il faut reconstituer ce capital, et d'ailleurs, c'est une part de la demande de nos contemporains. On n'aurait pas tellement d'imaginaire autour des héros, d'imaginaire commercial d'ailleurs, mais peu importe. Tu vois, on n'aurait pas ces inclinaisons face humanitaristes, à aller sauver le vivant, les animaux, qui d'autres êtres humains, si on n'avait pas envie d'un peu de gratuité, d'un peu de grandeur et d'un peu moins de grisaille. Le problème, c'est que, alors vous me direz, c'est pas politisable. C'est peut-être de la trop haute politique pour ce que nos institutions sont capables de faire. Salvo Géron, nous allons donc parler de notre modernité. Je le disais en introduction, vous êtes un militant souverainiste. Est-ce que vous pourriez nous en dire où en est le combat souverainiste aujourd'hui d'un point de vue électoral ? Alors, d'un point de vue électoral, là, il y aura de toute évidence, si tu veux, du mouvement dans l'optique des européennes. Donc, j'espère qu'il y aura une liste unitaire des camps souverainistes pour qu'on évite de faire trop de tromperies sur la marchandise. Tu vois, parce que, prenez un exemple, c'était je crois un parti comme le Rassemblement National, dans les dernières études que nous avons à disposition sur le référendum d'appartenance à l'Union européenne, par exemple, on est sur des taux de volonté de 75 à 78%. Tu vois, donc le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que des partis qui sont aujourd'hui des partis qui maintiennent l'européisme en jouant le jeu de l'opposition contrôlée, qui d'ailleurs l'opposition tellement contrôlée qu'elle s'oppose pas beaucoup, parce qu'elle participe pas au vote, elle fait pas grand-chose. Donc, et sur laquelle aujourd'hui l'euro-macronisme tient. Donc, à un moment, faut donner aux gens une alternative un peu sincère, parce que voilà, aujourd'hui on est dans un pré-1983. Je m'explique. Aujourd'hui, une masse des abstentionnistes d'aujourd'hui sont les enfants et les électeurs de Mitterrand de 81, qui ont basculé après 83 quand ils l'ont compris. Donc le peuple ouvrier a commencé à le comprendre très tôt.
parce que c'est lui qui a pris les coups. Les autres ont mis jusqu'à François Hollande pour comprendre que être de gauche et être socialiste, c'était deux choses différentes. Les électorats sont lents. Je pense que nous préparons l'entrée dans l'abstention de longue durée d'une partie non négligeable de notre peuple quand les partis dits populistes auront tous trahi. Nous avons déjà le cas de Madame Mélanie. Je pense que le bilan est largement déposé. Ou alors là, il faut être vraiment de très mauvaise foi. Et vous me direz où ça va aller. Très difficile à dire. Je ne suis pas Madame Irma. Il y a une chose que je peux vous dire par contre, c'est qu'il y a un exemple qui est suffisamment ancien pour que nous puissions le documenter. C'est l'exemple grec, auquel nous pourrions également parler de l'exemple autrichien. Après, les trahisons de M. Kunz. Trahison qu'à titre personnel, j'avais annoncé le jour de son élection, comme pour celle de Mme Mélanie. Donc, si vous voulez, je n'ai pas de billes dans cette affaire. On peut également parler de trahison de Vox, même tarif. Donc, le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé en Grèce ? Eh bien, les Grecs sont retournés au jeu politique traditionnel, et la Grèce s'enfonce. L'Autriche, même tarif. Là, vous avez vu que la bêtise sans commune mesure du PiS polonais vient de ramener monsieur comment s'appelle-t-il déjà, monsieur Donald Tusk, qui est un Volksdeutsche, donc c'est un pion allemand. Il est polonais comme ma sœur, c'est un Allemand de Pologne. Donc la technique des Volksdeutsche, va falloir la comprendre un jour, parce que voilà, il vient de remplacer le PiS qui paye sa propre bêtise. Donc maintenant, on ne nous dira plus l'espoir polonais. Maintenant, je pense que voilà, et demain, ce sera le monsieur Orban qui aura terminé de faire des chèques sur l'avenir. Donc, et après, nous verrons ce que valent réellement les options des pays de l'Est. Personne ne nous sauvera. Il faut se sauver soi-même. Vous voyez ? Donc, par contre, une peur de notre peuple peut désespérer politiquement pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et là, le pays sera mort. L'européisme sera allé à terme. Nous aurons certainement été disloqués territorialement, ce qui est l'un des projets d'Emmanuel Macron. Il commence par la Corse et le largage de nos territoires d'outre-mer, et ensuite ça viendra sur autre chose. Et le reste, la sociologie et la démographie, le fera. Voilà. Mais malheureusement, la France est en réalité, dans très peu de cœur et dans très peu de cerveau politique. Nous sommes l'un des peuples qui a encore le plus, je pense, de patriotisme ouvrier et populaire en Europe. Mais malheureusement, voilà, une sorte de lâcheté qui est un parfum. Là, pour le coup, il y a un vrai parfum d'années 30. Je le dis pour messieurs Mendes France et Julien Pain qui aiment beaucoup ces métaphores olfactives. Là, pour le coup, il y a un parfum qui est voilà, les élèves d'Aristide Briand, tous ceux qui trahiront la France en 40. Et qui la trahiront pourquoi ? Comme disait Pierre Laval, parce qu'il faut faire l'Europe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez, à l'exception de Freinet, l'Europe n'est pas du tout une idée de la résistance. Pas du tout. À l'exception de Freinet. J'ai même pas dit du mouvement combat, j'ai dit d'Henri Freinet à titre personnel. Dans ce cadre, est-ce que le Rassemblement national n'est pas devenu le pire ennemi des personnes souhaitant le Frexit ? Le pire ennemi, si vous voulez, le pire ennemi, ça reste, ça reste l'Union européenne toujours. Disons, c'est surtout plus qu'il capte les voix, c'est surtout qu'on sait très bien qu'il ne fera rien. Tout le monde le sait, ses cadres le savent, ses cadres le font. Voilà, le compte, il fait, quoi. Ils ont envoyé des leurs, type Virginie Joron, etc. Enfin, si vous voulez, des gens qui ont fait beaucoup de mousse, et puis voilà, point barre. À la fin des fins, on vote pas, à la fin des fins, on fait rien, à la fin des fins... Et quand on sera aux affaires, on fera rien. C'est pour ça que je vous dis... Et le pire, c'est que ce sera bien pire que 1983, parce que Mitterrand a eu la tentation. Entre 80 et 83, le problème, c'est que Mitterrand n'a pas compris que l'État avait commencé à être détricoté pour l'européisme par Giscard, particulièrement sur les questions de la Banque centrale suite au rapport Marjolin-Sadrin-Wamser, etc., etc. Mitterrand n'avait pas compris tout ça. Et donc, il a pris la tangente en 83. Mais il a eu la tentation de ne pas trahir. Je pense qu'il n'y aura même pas la tentation de ne pas trahir.
pour le coup. Je le crains. J'espère être démenti. Mais malheureusement, il y a des gens dont on ne peut attendre que ce dont ils sont capables. J'ai une question un peu provocatrice Allez-y. sur le camp souverainiste. Est-ce que les questions du vaccin de la Russie ne l'ont pas rendu inopérant par la suite sur le plan politique, justement, électoral? Non. Ça, j'y crois très peu. Déjà, pour une raison, c'est qu'il n'y a jamais eu d'univoque sur ces questions-là. On va différencier les deux sujets. Sur la Russie et sur l'Ukraine, qui a eu raison? La droite qui, après avoir... Parce que le camp souverainiste, c'est pas la droite, vous voyez. La droite, elle attendait de la Russie du fric. D'accord? Voilà, Mariani, il n'est pas souverainiste. Hein, d'accord? Okay. Donc les gens qui ont des rapports ambigus avec certains pays, c'est pas nous. Nous, on a analysé la situation. Et le pire, c'est que si on avait écouté les souverainistes, qu'est-ce qui aurait été changé? Un, la France n'aurait pas été foutue dehors de ce dossier, déjà d'une. Deux, il y aurait peut-être moins de morts ukrainiens. Qui a eu raison sur les faits? Moi, vous pouvez revoir les Romains Bessonnais, vous pouvez revoir ce que moi je vous ai dit sur l'Ukraine, j'ai pas à en rougir. J'ai pas à en rougir, loin de là. Tu vois, sur les questions de santé publique, sur les questions de santé publique, nous, on a avant tout tenté de protéger deux choses. Un, de protéger l'autonomie de la science par rapport au fric. Et deux, l'intégrité du débat public et des libertés publiques. On n'a pas à en rougir. D'ailleurs, aujourd'hui, M. Delfrécy nous donne en partie raison. Vous savez, comme disait Philippe de Villiers, qui est un homme pour lequel j'ai énormément de considération et d'affection, sans avoir le privilège de le connaître, je crois qu'il avait une phrase, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Bon, et bien dans ces deux sujets, les bouses sont en train d'être comptées. Et moi, ce que j'aimerais pas être aujourd'hui, c'est médecin de plateau. Parce que là, vous avez des vraies responsabilités. Hein. Et j'aimerais pas être militaire de plateau, à avoir annoncé que Zelensky, sur son cheval blanc avec la poudre qui va du même nom, allait sur son dragon raser Moscou. Parce que là, pour l'instant, on en est loin. Hein. Là, maintenant, nous vous avons dit, pour des raisons très simples, qui ne tiennent qu'à notre degré d'expertise. Nous, si vous voulez, on n'est pas des gens intelligents, des gens qui travaillons. Je sais que c'est devenu très conceptuel, particulièrement vis-à-vis de la droite, qui a des problèmes avec la notion de travail, mais ça, c'est historique. Je vais vous donner un exemple très simple. On vous parle de contre-offensive, on est d'accord? Tout le camp souverainiste d'un seul homme vous a annoncé que la contre-offensive n'était pas possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'une contre-offensive militairement, ça se fait à 3 conditions. Supériorité aérienne, supériorité de matériel, supériorité en nombre. L'Ukraine n'avait aucun des 3. Voilà. Si vous voulez, je veux bien qu'on fasse des crêpes, mais sans farine, sans œufs et sans lait. Si vous avez aucun des 3, ça va être compliqué les crêpes. Vous voyez, faut pas avoir fait normal sup. C'est tout simplement, vous avez envoyé des gens au carton. C'était couru d'avance. Même chose sur les affaires de santé publique. On voit aujourd'hui que les pays qui n'ont pas bridé leur population et qui n'ont pas gouverné par l'hystérie. Vous voyez, ce qu'on reproche au camp souverainiste, c'est que nous sommes des gens sérieux face à l'hystérie. Là, on le refait sur le conflit israélo-arabe. Sur le conflit israélo-arabe, on dit, d'abord on se calme, ensuite on analyse. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on est des politiques, on est des pros. Parce que quand vous vous mettez à paniquer, quand vous vous mettez à hystériser, vous allez tuer des gens. Vous êtes un assassin en puissance. Et le fait de dire, ça partait d'un bon sentiment, oui, d'accord. Peut-être que Jack l'Éventreur pouvait tout à fait se dire la même chose. Ça pouvait partir d'un bon sentiment. Hein, après tout, on ne sait jamais. On peut toujours. C'est ce que Bergson appelait l'illusion rétrospective. J'ai eu tort, mais j'avais bien des raisons. Nous, si vous voulez, est-ce qu'on a eu tort? Réponse, non. Après, nous, on a la diabolisation médiatique. Parce que la diabolisation médiatique et le mensonge médiatique, elle est obligée d'assumer que la Grande-Bretagne s'en est sortie, et encore, la Grande-Bretagne a pu assumer des tas de crises, dont le Covid, etc., grâce au Brexit. Là, par exemple, l'indice manufacturier vient de sortir. La Grande-Bretagne a un indice manufacturier supérieur à la France, supérieur à l'Allemagne, supérieur à la moyenne européenne. Hein? C'est pas malgré le Brexit, c'est grâce au Brexit. Donc, si vous voulez, on est obligé de gérer ça. On est obligé de gérer que malheureusement, nous avons eu raison.
Voilà. Alors, on peut nous diaboliser. Le problème, c'est que nous, on refuse de marcher dans l'hystérie. Parce que l'hystérie, ça crée aussi un type d'homme politique qui n'aura pas la verticalité de servir la France et qui se mettra à paniquer sur commande. Comme là, les gens paniquent sur le conflit israélo-arabe, et résultat, ça va mettre en danger des Israéliens, mettre en danger des Palestiniens. Et c'est la seule chose qu'on aura gagnée. Donc, il y a une chose qu'on peut reprocher aux souverainistes, c'est que c'est vrai que, comme on est des gens techniques, on apparaît comme distanciés vis-à-vis des choses, parce que tout simplement, on est des politiques. Et donc, on se dit, ils participent pas à la fête, ces gens-là. Ils veulent pas s'hystériser comme nous. Le problème, c'est que, voilà, moi, je suis pas un chien de Pavlov, je donne pas la patte quand on me le demande, je jappe pas quand on me le demande, et je ne deviens pas dingue sur un sujet quand on me le demande. Voilà. Une partie de l'électorat voit peut-être plus les hystériques. Le problème, c'est que là encore, à la fin de la foire, on comptera les bouses. Le 30 septembre dernier, nous avons organisé un événement Livre Noir, la Grande Confrontation. On a opposé, notamment dans un débat, Georges Kosmanovic à Éric Zemmour. Donc, on essaie d'opposer un camp souverainiste face à un camp identitaire qui, on dit que ce sont deux lignes irréconciliables. Qu'en pensez-vous ? En réalité, c'est deux types de personnes qui peuvent être parfois irréconciliables. Alors, il y a des faits irréconciliables, c'est vrai, entre les personnes. Si vous voulez, j'ai fêté en septembre mes 20 ans d'engagement dans le camp national. Je dois dire qu'à titre humain, j'ai les choses les plus laides que j'ai vu faire, je les ai vues faire par le camp identitaire, très, très clairement. Si vous voulez, moi je le vois avec mon cas, avec le cas de mes lieutenants. Si vous voulez, je reçois trois types de menaces. Ultra-droite, ultra-gauche, barbu. Bon. Les deux derniers ont l'avantage de menacer uniquement ma personne. Les premiers menacent ma famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est 20 ans de métier. Voilà. Et on vit tous la même chose. Le problème, c'est que nous, c'est aussi un trait du camp souverainiste, c'est que nous, on chiale pas. On n'a pas de culture du pleurnichistin. Donc voilà. Mais je dois dire, après, le problème, si vous voulez, c'est que ça reste des nébuleuses. Donc il y a des gens très bien dans les camps identitaires. Prenez un mec comme Laurent Ozon, par exemple, il en vient. Aujourd'hui, comme il a une pensée qui est très adulte, elle se souverainise par nature. Vous voyez ? Parce que le problème, c'est que l'identité, c'est pas un projet, c'est un socle. C'est le socle à partir duquel vous pouvez faire un projet. Le problème, c'est que pour bander un arc, il faut avoir les muscles pour le bander. Il faut avoir l'autonomie de pouvoir l'utiliser. Les muscles, c'est la puissance, l'autonomie, c'est la souveraineté. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous contemplez l'arc, vous contemplez la flèche, vous contemplez la cible. Vous êtes un objet de votre vie. Voilà. Et le fait de dire « j'existe » ne vous fera pas atteindre la flèche. Tout comme le fait de dire « j'en peux plus de Mokhtar » ça ne fait pas prendre à Mokhtar ni l'avion ni le bateau qui doivent le ramener chez lui. Vous voyez ? Ce n'est pas parce que vous dites « il y a trop d'immigrés » que ça fait baisser le nombre d'immigrés. Et ça, c'est un vrai problème que nous avons depuis 20 ans. Moi, c'est pour ça, par exemple, que je fais relativement peu de débats maintenant. J'en ai fait tellement. Le problème, c'est que vous en êtes toujours à répéter les mêmes choses. C'est-à-dire que vous avez des gens qui parlent de discours et vous avez des gens qui parlent de réalité. Et les deux s'entendent pas. Donc on leur dit le fait de dire c'est bien pour un peuple de s'affirmer, mais c'est mieux de s'affirmer dans les actes que dans les discours. Parce que le fait de dire on est chez nous, je me rappelle à l'époque quand ce slogan est sorti, on avait des images amérindiennes. Très mauvais choix. Parce que, oui, Geronimo était chez lui. Ça lui a fait une belle jambe. D'accord ? Mon devenir indien de réserve. Pour connaître un peu le dossier, je suis un passionné du monde amérindien, je peux vous assurer qu'indien de réserve, en tout cas indien de réserve aux États-Unis, ce n'est pas un projet, je vous le dis. Or, le problème, c'est que moi, à titre personnel, je n'ai rien contre la part, et elle est encore très existante, de gens qui sont des identitaires honnêtes. Le problème n'est pas là. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui font du travestissement de but. Et c'est-à-dire que, par exemple, la disparition de la France ne les gêne pas. Elle ne les gêne que parce qu'il y a des gens qui sont des halogènes.
Ça, c'est du macronisme d'extrême droite. C'est tout. C'est tout. Et ça, malheureusement, c'est des camps très anciens. Hein. C'était les hommes de Maigret dans le temps. Enfin, voilà, c'est voilà, c'est le problème, c'est que moi, je combats un système dont l'immigration est à la fois l'arme, la conséquence logique et l'un des moteurs. Si on ne combat que le résidu, au sens de science physique du terme résidu, vous n'y arriverez pas. Deux, de dire que vous allez changer la situation est une gageure. Parce que, imaginons, l'immigration disparaît totalement. Est-ce que la France arrête de tomber? Elle tombe beaucoup moins vite, je vous l'accorde bien volontiers. Est-ce que la France arrête de tomber? Non. Non. C'est pas la présence des immigrés qui fait que la France a encore une baisse de natalité, et là, de l'ordre de 7%. C'est-à-dire que la France dépérit, avec ou sans immigrés. Parce que là, pour le coup, si la France baisse de natalité de 7%, comme on dit qu'il n'y a que les immigrés qui font des petits, parce qu'il faut aussi que la droite respecte son propre discours. Quand on dit qu'il n'y a que les immigrés qui font des petits et qu'il y a moins de petits, ça veut dire que les immigrés font moins de petits. On est d'accord? Bon, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a moins de natalité, point. Tu vois, il y a moins de natalité autochtone. D'accord? La seule chose, c'est que moi, je conclurai là-dessus. Il y a aussi une autre chose qui rend les choses irréconciliables, c'est que je vois des gens qui hystérisent, par exemple, des conflits étrangers, en disant « vous allez voir ce que vous allez voir ». Si vous voulez, moi je veux bien qu'on mette à genoux le Hamas, mais si c'est pour trembler devant Charles Michel et devant Ursula von der Leyen, peut-être que le Hamas n'a pas tellement de soucis à se faire, tu vois. Parce que si on n'arrive pas à se débarrasser de Thierry Breton, c'est pas la peine d'aller se friter avec Nasrallah. Hein, je vous le dis tout de suite, moi Nasrallah m'effraierait plus que Thierry Breton. Tu vois, un moment... Non mais, tu vois le problème. Et à un moment, moi si vous voulez, moi les accusations, alors que ceux qui servent le plus... Prenez tous les dossiers d'actualité, vous retirez le commentaire souverainiste, qu'est-ce qui reste? Il reste le commentaire du système, et point. Et les gens qui disent oui, mais sur la... Pourquoi? Parce que, premièrement, personne ne travaille autant que nous, et deuxièmement, pour nous, l'identité, c'est quelque chose qui s'illustre. C'est pas quelque chose qui se déclame. Une identité qui se déclame, ça s'appelle du folklore. D'accord? Donner un exemple simple. C'est la même chose qu'une foi religieuse. Quand vous dites « je suis catholique » ou « je suis protestant », mais que vous n'avez aucun culte, vous ne faites aucune fête, etc., eh bien, et surtout que vous ne défendez pas votre foi, eh bien, vous êtes peut-être catholique, mais au fait, ça change quoi? Ça change quoi dans la réalité? Ça ne change rien. Ça change que dalle. La seule chose, c'est que ça vous fait du bien, parce que psychanalytiquement, ça vous évite d'avoir à payer 70 € de l'heure chez un psy, ce qui, je le reconnais, est prohibitif. Je l'accorde bien volontiers. Le problème, c'est que, je vous donne un exemple simple. Moi, j'ai pas envie d'être grand remplacé, donc déjà, je fais des gosses. Vous voyez, différence, acte, déclamation. Vous voyez, le problème est là, d'accord? C'est que on peut en vouloir à mon camp, d'avoir un côté poil à gratter. Le problème, c'est que quand vous avez des gens qui travaillent, des gens qui travaillent pas, à un moment, dans n'importe quelle équipe, vous êtes un staff à Livre Noir. Bon, vous allez me comprendre. Vous avez deux parties de staff, un qui bosse, un qui bosse pas. À un moment, il y a confrontation. Bon, bah, c'est normal. Parce que nous, on n'a pas envie de gagner pour les places pour les copains. Sinon, vous participez au meurtre de la France. Vous participez au meurtre de votre mère. D'accord? Nous, on a envie de gagner pour que la France vive, que nos enfants vivent. Au titre personnel, les places m'ont toujours très peu intéressé. Ce qui intéresse, et je peux en parler pour les miens parce que j'en connais tous les chefs, c'est qu'on s'en sorte. Parce que je vous le dis tout de suite. Admettons, on prend toutes les places et on fait rien. La France s'effondre. Devant l'histoire, bah là, pour le coup, je voudrais pas en être. Parce que je ne voudrais pas, devant l'histoire, et devant le regard de mes enfants, surtout. T'avais toutes les manettes, hein. T'as rien fait. Moi, j'aimerais pas être Giorgia Meloni. Alors, grande bourgeoise catho, je pense qu'elle a les moyens de s'auto-illusionner. Mais dans la réalité, dans la vie intérieure, comme on en parlait tout à l'heure, bah je préfère être dans mes baskets.
que moi, je me lève le matin, j'ai pas de problème de conscience. Alors après, pour avoir des problèmes de conscience, il faut déjà avoir une conscience, c'est un autre sujet. Et pourtant, de l'identité, vous en parlez pourtant régulièrement. Vous avez une vision unitaire de la France. Et justement, je me demande aujourd'hui, autour de quoi on devrait unir les Français? Parce qu'on parle notamment d'une population qui aujourd'hui s'est largement déchristianisée, qui a perdu pour une partie de son attache à la nation, qui vit des identités multiples. Comment refaire du commun autour d'une culture? L'identité, ça a toujours été multiple. L'identité, ça a toujours été multiple. Si vous voulez, alors, il y a aujourd'hui des adjuvants qui la rendent plus diverse et en même temps moins diverse. C'est là où il faut avoir une pensée un peu dialectique. Parce que je suis désolé de vous le dire, il y a une diversité qui disparaît. C'est la diversité des modes de vie. Le capitalisme fait que... prenez l'exemple des types architecturaux. Avant, vous arriviez dans une région française, et ça se voit encore dans les vieilles pierres, ça c'est typique de tel coin. Aujourd'hui, ça a disparu. Aujourd'hui, on a pris le plan de la ville américaine, c'est-à-dire que des baraques qui se ressemblent. Je vous rappelle de la phrase de Tennessee Williams, aux États-Unis, il y a New York, Baltimore, San Francisco, tout le reste c'est Cleveland. D'accord ? Là, nous on fait pareil. Avant, vous arriviez dans une ville du littoral ou proche du littoral type Saint-Nazaire, vous aviez un type architectural qui n'y avait pas chez moi en Normandie, et qui en avait encore moins dans les maisons du Nord, qui n'étaient pas les petites chaumières du centre en Auvergne, qui ne sont pas les maisons nécessairement habituées au soleil du Midi. Aujourd'hui, on est d'accord, mais vous avez des tas de diversités qui disparaissent. Aujourd'hui, les gens regardent à peu près les mêmes films, écoutent la même musique. Ça a l'air de rien, c'est hautement civilisationnel la musique. J'aimerais de vous le dire, ça vient du fond des âges, d'accord ? Les danses. Donc, les danses, vous avez une disparition d'une diversité, parce que celle-là, elle n'est pas utile capitalistiquement. Et vous avez la promotion de ce que Freud appelait le racisme de la petite différence. C'est-à-dire que j'ai un iPod Benabar, une trottinette, mais j'ai un élément distinctif qui fait que je bouffe à la même auge que mon voisin d'à côté, mais je suis pas tout à fait lui. Voilà, j'ai ma petite barrette, j'ai mon petit machin, et donc j'existe. Voilà, en réalité, t'existes pas. T'as les mêmes points de vue sur à peu près tout que le mec qui est à côté de toi. Vous bouffez dans la même auge, vous acceptez le même système, et en réalité, vous êtes des produits d'industrie. Vous n'êtes pas des produits d'artisanat. On parlait de la fin de la vie intérieure tout à l'heure. Or, moi, ce que je veux, c'est des hommes pleins. C'est pour ça que je suis un nostalgique de la société de l'honneur, je suis un nostalgique de... si vous voulez, comme disait le général de Gaulle, je n'aime que les gens qui me résistent. Mais je peux pas les supporter. Mais vous voyez, j'aime la civilisation parce que j'aime les hommes qui s'empêchent. Or, le problème, c'est que on dit les gens ont moins d'attaches religieuses qu'avant, c'est vrai. Ils ont moins d'attaches nationales, on a tout fait pour. Et là, il y a une différence entre les deux. Le premier vecteur de la déchristianisation au XXe siècle, c'est l'Église catholique elle-même. Si vous voulez, aucune religion n'aurait survécu à quelque chose comme Vatican II. C'est un non-chrétien qui vous parle. Moi, j'ai étudié les textes. Oui, je comprends qu'un tel choc, ça les ait bousillés. Après, moi, si vous voulez, j'ai énormément de respect pour l'œuvre de quelqu'un comme Jérôme Fourquet. Je trouve qu'il y a un côté un peu... Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, à partir du travail de Fourquet, ils disent « Bon, ça y est, la France est morte, youpi », quoi. C'est-à-dire, il y a un côté sourire au-dessus des ruines qui me déplaît fortement. Tu vois, parce que de décréter qu'un peuple n'existe plus, premièrement, enfin, vous êtes qui pour émettre ce type de jugement? Vous êtes qui? La France existera tant qu'il y aura des gamins qui seront prêts à aller se faire tuer pour elle, ce qui est encore le cas dans nos armées. La France existera tant que des gens se battront pour elle et se battront avec le courage du quotidien, sans nécessairement dire tous les jours « je suis patriote, je suis patriote ». Moi, si vous voulez, le mec qui est médecin de campagne en Basse-Normandie et qui se lève et qui ouvre son cabinet à 7h du matin, fait en sorte que la France vive tous les jours. Même s'il ne pense pas à la France H24, vous voyez ce que je veux dire?
le mec qui retourne sa terre parce qu'il va falloir préparer les semis avant que les grands froids arrivent. Ce mec-là aussi, ben, il y pense pas, mais il le fait. Vous voyez ? Or, quand la France a pris des coups, on s'est tous attendus après le Bataclan, après des tas de trucs, que les Français s'effondrent comme des châteaux de cartes. Ils ne l'ont pas fait. Donc à un moment, si vous voulez, de décréter comme ça que les peuples se sont dissous, je comprends qu'il y ait des gens que ça intéresse. À titre personnel, je trouve qu'il faut un orgueil démesuré pour décréter ça. Alors malheureusement, je suis ni Raphaël Enthoven ni Aymeric Caron, je m'aime pas assez pour balancer ce genre de truc, mais ils ont des équivalents à droite. Hein. Je n'en ai pas de nom parce qu'on va pas se faire d'emmerde, mais ils ont des équivalents. Mais voilà, parce que premièrement, une nation en armes, c'est toujours une minorité. Pourquoi ? Parce que la majorité doit assumer le principe de réalité. D'accord ? Ils ont une femme, ils ont des gosses, il faut bouffer. D'accord ? Et après, il y a une pointe de diamant combattante. Oui, ok, d'accord. Mais ça, elle existe encore en France. Il y a des pays européens qui l'ont plus, ça. Et pourtant, je suis personne pour décréter qu'ils sont passés de l'autre côté. À titre personnel, comme analyste, je les vois pas à se relever. Mais peut-être qu'ils se relèveront. Parfois, si vous voulez, personne n'attendait que la France se relève de 40. Elle s'est relevée. À un moment, il faut arrêter de... Si vous voulez que les vieilles plaies arrêtent de saigner, arrêtez de les gratter. J'en ai encore des gens qui me disent... tu te rends compte, la France n'existe plus depuis 1815 parce que Bonaparte, on était la première puissance du monde. C'est faux. C'est faux. Vous avez fait un discours incapacitant sur Waterloo. L'Empire britannique a déjà près de 2 siècles quand Waterloo existe. Comme le disait un proche du cercle qui malheureusement nous a quittés, l'historien britannique qui enseignait la civilisation britannique, il a fait deux biographies, une de Goldstone et une de Disraeli. Mac, je me rappelle plus, c'est dommage, c'est un proche de Pierre-Guillaume de Roux. Il nous disait, vous savez, Bonaparte est une péripétie de la pierre britannique. Et c'est vrai. C'est vrai, à un moment, faut, si tu veux, et on s'en est relevé de 1815. Les Français ont un discours incapacitant. C'est-à-dire que, oui, tu comprends, on a perdu 1 million de fils en 14, enfin, on est toujours là. Comme disait Philippe Grasset, grand historien, grand stratège, le site des Defensa, un homme remarquable, absolument remarquable dans ses analyses. Je suis pas sûr que l'Amérique aurait survécu à 1870, plus 1914, plus 1940. Je suis pas sûr que l'Amérique aurait survécu. Elle n'a pas pris de choc. Le plus gros choc qu'elle ait pris de son histoire, c'est la guerre de sécession. D'accord ? Je suis pas sûr qu'elle aura encaissé ça. Je suis pas sûr que d'autres peuples auront encaissé ce dont nous avons encaissé. Donc à un moment, faut, tu vois, qu'on laisse les Français redécouvrir plusieurs types d'amour de la France. Tu vois, nous, chez moi, là, je prépare son 2e livre. J'ai un jeune type. Il a fait 1000 pages de culture générale française. 1000 pages. Ça s'appelle Chute et Renaissance. Ça s'appelle un gamin qui s'appelle Julien Autiero. Il prépare un bouquin qui s'appelle Voyage autour de la France. Tu vois, si tu veux, c'est un Barétien, ça se sent, qu'il le pense ou pas, tu vois. À un moment, il faut aimer le bourgeon renaissant, tu vois. Faut pas pleurer uniquement sur la pierre tombée et sur la plante fanée. Il faut sortir de... Bernard Maris avait écrit un bouquin, enfin, il était en train d'écrire un bouquin quand il a été exécuté à l'attentat de Charlie Hebdo, qui s'appelait, je crois qu'il l'avait sorti, où il était en train de le finir, qui s'appelait « Et si on aimait la France ?» Tu vois, où il disait que la France, si tu veux, c'était les femmes, tout ça, c'était... Tu vois, si tu veux, il avait pas... Alors d'un côté, il était socialiste, hein, mais il était le genre de Maurice Genevoix, hein, celui qui a écrit Les Ceux de 14. Hein. Tu vois, il disait, mais la France, c'est la beauté, c'est le cul, c'est la légèreté de vivre. À un moment, il faut sortir d'un côté d'une certaine solennité qu'a la droite, de tout le temps n'aimer que la vareuse, etc. Ça en fait partie. Hein. Mais moi, c'est vraiment, je suis très à l'aise avec mon patriotisme. À un moment, parce que si on ne s'intéresse qu'à la France dans les formes qu'elle a eues et qu'elle n'aura plus, alors oui, la France est morte, mais alors
Mais elle est morte quand ? Vous avez une part d'identitaires européistes qui disent, à la suite de Léon Degrelle, bon, ils ont chanté la référence, que c'est la faute de Jeanne d'Arc, parce que s'il n'y avait pas eu Jeanne d'Arc, on aurait fait l'Europe avant. Puis vous avez les Évoliens les Évoliens ou les Évoliens qui vous disent que de toute façon c'est foutu depuis la fin du Moyen-Âge parce que la féodalité c'est la vraie droite. Et puis finalement, après on va aller dans la tradition primordiale et finalement le premier traître c'est Platon. Donc de toute façon, tout est foutu, tout a toujours été foutu. Vous voyez cet esprit-là, il va falloir quand même en sortir. Oui, nous sommes face aux défis parmi les plus lourds de notre histoire. À nous d'être à la hauteur des défis en question. Nos anciens n'ont pas démérité pour que nous débandions de la sorte, tu vois. Des défis, on en a. En France, il y a un vrai défi sécuritaire, de sécurité intérieure. On observe une recrudescence ces derniers temps, malheureusement, d'attentats. En France, notamment d'attentats islamistes. On voit même des dangers qu'il peut y avoir à travers les proximités entre certains manifestants et le Hamas. Est-ce qu'on a encore une réelle capacité à maîtriser notre territoire aujourd'hui? Je reviens même sur le fait que Mogouchkov, donc l'assassin de Dominique Bernard, était tout de même fiché S et avait été visité la veille par la DGSI. Donc, est-ce qu'on a une vraie encore capacité à maîtriser notre territoire? Bien sûr que non. Déjà, on va revenir à des choses très basiques. Pour maîtriser un territoire, donc il faut avoir des instruments de maîtrise, et deux, il faut avoir un territoire. Le territoire, il est administré depuis l'extérieur, d'accord ? Libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes. D'accord ? Les 4 libertés communautaires, donc tant que vous y serez, voilà. Alors après on me dira, oui, on pourrait limiter ça aux Européens. Miam miam. Puisque bientôt, les Albanais, les machins, etc., oui, miam, et déjà les Bulgares, youpi. Alors, ils font moins de mal que les Maghrébins. Je dis, oui, mais ils en font beaucoup plus, par exemple, que les Asiatiques. Alors, vous allez faire comment ? Là, par exemple, j'ai vu les statistiques suisses. Les statistiques suisses, parce qu'eux, ils ont des statistiques par pays d'envoi de leurs délinquants. Évidemment, les subsahariens, les Maghrébins et l'Europe de l'Est. Youpi-ya. Bon. Quelques Asiatiques et quelques Latinos qui se battent en duel. Bon. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Ou alors, après, il faut avouer qu'on revient sur des définitions de la nationalité qui sont des définitions des années 30. Moi, à titre personnel, c'est pas ma pensée, mais je dis à ceux qui le veulent, les Français n'accepteront jamais ça. Ça, c'est clair. Point. On gouverne un peuple avec ses idées profondes. Le racisme n'est pas une idée française. C'est un état de fait. Les Français jugent sur les actes. Et sur les actes, nous devrions avoir toute la latitude. Le problème, c'est que nous ne l'avons pas. Parce que ce n'est pas nous qui ouvrons ou fermons nos frontières, ce n'est pas nous qui disons qui peut entrer et sortir, et ça va aller encore pire. Je vous rappelle que tous les laissez-passer Schengen, bientôt, vont être donnés par des agences communautaires. Comme ça, après... mais c'est pas grave. Si on s'aplatit bien et qu'on leur donne ce qu'ils veulent, peut-être qu'ils nous épargneront. Ce calcul-là d'une partie de la droite et de la droite dite dure m'apparaît peu payant à terme. Je le dis, parce que moi, l'eurocrate, je le connais. Je peux vous dire que plus vous aplatirez, plus vous marchera dessus. Bon, c'est clair et c'est net. Or, donc déjà, il n'y a pas de territoire. Un instrument de maîtrise, c'est quoi ? Un instrument de maîtrise, déjà, c'est un argument de désignation. Qui sont nos ennemis ? 1. 2, c'est ensuite, je le dis, ce n'est pas un travail militaire. C'est un travail policier. Le terrorisme, c'est un moyen pour obtenir une fin politique. C'est quoi le terrorisme ? C'est d'utiliser la terreur. La terreur, c'est pas la peur c'est individuel, la terreur, c'est collectif. C'est une peur contagieuse, si vous voulez. D'accord ? Donc, votre but est d'insuffler une peur collective, donc une terreur, à une part de population pour qu'elle vrille politiquement et qu'elle se couche devant vous. D'accord ? Donc vous devez la briser psychologiquement, d'où des actes parmi les plus terribles, de viser des enfants, etc. Parce que ça, c'est des images qu'une fois qu'elles entrent dans votre tête, elles n'en sortent plus. D'accord ? Bien. C'est un travail qui n'est pas militaire, c'est un travail policier, constabulaire, si vous préférez. D'accord ? Donc, une fois que vous avez identifié nos ennemis,
vous devez avoir des moyens d'enquête et des moyens répressifs adéquats. Identifions l'ennemi. Qu'est-ce qu'est l'ennemi ? L'ennemi, dans le cas du terrorisme islamique, qui n'est pas le seul type de terrorisme qui nous vise, mais qui est celui qui est le plus spectaculaire et qui coûte le plus de morts, c'est premièrement une surinfection islamique de la plaie migratoire. D'accord ? Les convertis sont quand même à la marge pour l'instant. Ils sont néanmoins dangereux. Ok. Mais tout le reste, alors on me dira, oui, mais ils ont les papiers. Oui, d'accord, ok. Les papiers en France, c'est difficile à choper. C'est d'ailleurs ça le problème. Donc déjà, ils ne devraient pas être là. Déjà. Mais pour ça, il faut maîtriser ses frontières. On ne les maîtrise pas. Donc déjà, à la base, 0. Ok ? Pourquoi ? Parce que pour la plupart, ce sont des enfants du regroupement familial. Et le regroupement familial est l'enfant de qui ? Des cheap jobs. Il faut faire le calcul jusqu'au bout, ce qu'ont fait nos amis britanniques, ce que la droite française ne veut pas faire. Parce que comme elle aime les cheap jobs. Je ne sais plus quel chef identitaire disait oui, on est contre l'immigration, mais si c'est le patronat qui le demande, vous comprenez ? Je pense que vous savez qui c'est. Ouais. Bah, déjà, on va être d'accord que celui qui avait le cheap job a fait venir sa famille. Parce que le regroupement familial, on est d'accord qu'il se regroupe. Donc ça veut dire qu'il y en a déjà un pour faire se regrouper les autres. C'est lui qu'il faut liquider. Enfin, on s'entend, économiquement, on peut le faire de mal. Mais il faut éviter le cheap job, d'accord ? Une fois que vous avez évité le cheap job, vous devez éviter l'immigration des riches, d'accord ? Parce que quand vous faites venir un médecin béninois, vous n'avez pas la légitimité morale de refuser de faire venir une partie de sa patientèle. Or, il y a plus de médecins béninois en région parisienne qu'il n'en a au Bénin. D'accord ? Et si vous n'êtes pas capable vous-même de former vos médecins, c'est que vous êtes un peuple fini. Si, vous savez, c'est un peu comme ce film insupportable avec cet acteur Omar Sy, et c'est pas lui qui est insupportable, c'est l'autre, celui qui joue l'handicapé là. Voilà, lui, vraiment j'ai du mal. Et à la fin, Omar Sy joue d'ailleurs assez brillamment le rôle d'un aidant, et il est obligé de s'occuper de lui jusque dans l'intimité. Quand vous n'êtes plus capable de vous occuper de vous-même, eh bien, vous avez une perte de souveraineté qui est définitive, là, pour le coup. Donc un pays qui n'est plus capable d'avoir ses propres corps de médecins, ses propres corps d'infirmières, ses propres corps de chauffeurs routiers, ses propres corps de femmes de ménage, eh ben, je suis désolé, vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Bon, ok ? Donc ça veut dire aussi que la respectabilité sociale, donc le fait de bien payer les gens, etc., doit revenir dans les mœurs. Vous savez, une économie qui vit de l'immigration, c'est l'équivalent d'une économie coloniale. Qu'est-ce qui a perdu tous les systèmes coloniaux ? C'est que les systèmes coloniaux ne voulaient pas du burnous comme concitoyens, mais ils en avaient impérativement besoin comme travailleurs. D'accord ? Eh bien, à la fin, tous les systèmes coloniaux se sont effondrés sur cette contradiction. Or, le seul moyen d'avoir un système qui échappe à l'immigration, c'est que ça doit être dans les professions les plus dures, ça doit être donc les vôtres qui doivent le faire. Ça veut dire que vous devez avoir une politique de respectabilité sociale. Vous devez les respecter parce que c'est les vôtres, et entre l'immigré à moins cher et le vôtre à plus cher, vous devez choisir le vôtre. Plus d'automatiser un certain nombre de choses par la technique, mais ça nécessite un plan. Donc un État, donc une souveraineté. Double saut périlleux-arrière, retour sur la case départ. D'accord ? Une fois que vous avez ça, la suraffection de plaie migratoire. Une fois que vous avez tenté de régler ça, en fermant et en ciblant les communautés qui posent problème, comment les identifier ? Pas par racisme, il suffit de prendre nos listes carcérales. On n'a pas de statistiques ethniques, peu importe, on va prendre les statistiques des étrangers. Là, pour le coup, on a les nationalités d'envoi. Vous avez les nationalités les plus problématiques, c'est sur elles qu'il faut se concentrer d'abord. Ok ? Et donc il faut faire un plan de remigration. Dans le droit européen, déjà, je vous le dis tout de suite, vous ne pouvez pas les empêcher de venir, alors de là les réémigrer, je vous rappelle qu'une expulsion collective est interdite par le droit communautaire. Collective commençant à 2. Donc ça veut dire, si vous éliminez une filière migratoire, et donc que vous renvoyez, 10 personnes illégales, vous devez faire 10 dossiers différents. Alors évidemment, moi, vous savez,
je suis un transsexuel à plumes, vous savez, je risque la variole de la punaise de lit si je rentre chez moi, moi je suis un opposant politique parce que j'ai écrit sur Instagram il y a 5 ans que mon chef d'État avait une sale gueule, enfin je caricature à peine, mais demandez à un spécialiste de l'asile, hein. Il va vous confirmer ce que je vous dis. Bon, très bien. Donc, et vous vous rendez compte que, au lieu de faire ce qu'on faisait du temps de Gaulle, c'est-à-dire vous aviez un préfet à l'immigration, toc, ils sont 10, allez hop, un billet, dehors. Là, vous devez faire 10 dossiers. Donc, vous allez immobiliser des fonctionnaires, etc. Vous voyez le temps que ça prend. D'accord ? Bien. Et à la fin, ça se termine dans les mains du juge judiciaire, dont on connaît l'idéologie en France. OK ? Donc, vous devez mettre sur pied une filière de retour. Premier point. Deuxième point, comment on va gérer le stock ? Le stock, je pense que, toujours identification de l'ennemi, il y a une plaie de surinfection islamique dans le phénomène migratoire, non pas à partir de la pauvreté. Les coins les plus pauvres en France, en réalité, génèrent très peu d'islamistes. Les coins les plus pauvres en France, c'est le périurbain et le rural. C'est là la vraie pauvreté en France, là, ce qu'on appelle la pauvreté monétaire, c'est-à-dire pas de fric. Bon, on est d'accord ? C'est pas la pauvreté. C'est le fait que les immigrations entraînant non pas les vilains Français qui refusent de socialiser les immigrés en partant, c'est même pas ça, c'est que les différentes diasporas immigrées se fuient entre elles. Ça se voit dans les occupations d'immeubles collectifs. Vous faites un truc avec des Maliens, des Algériens, des machins, etc. Au bout de 10 ans, chaque immeuble a une nationalité dominante. C'est très net. D'accord ? C'est très très net. Donc, les gens se fuient. Bon, et bien là, pour le coup, premièrement, vous devez à tout prix réformer le droit de la nationalité en leur disant, par exemple, sur le volant de la double nationalité, qu'ils deviennent des expatriés. Je pense qu'il faut réfléchir à ce type de solution, parce qu'il y a trop de binationaux en France, et je ne suis pas certain qu'on puisse être carpé lapin. Et à un moment, ensuite, je pense qu'il y a des articles, si mes souvenirs sont bons, qui identifient les mœurs comme un facteur d'assimilation. Hein. C'est, je crois, un des articles, si mes souvenirs sont bons, du Code pénal, qui ne se comporte pas comme n'est pas. Hein. Et je pense qu'il faut utiliser ce que disait le grand philosophe souverainiste, Vincent Cousdière, qui a écrit parmi les meilleurs bouquins sur l'immigration, le critère des mœurs. C'est-à-dire, vous n'avez pas pris nos mœurs, nos coutumes, etc. Donc, comme vous avez plusieurs nationalités, on va vous en reprendre une, ce qui ne vous engage à rien. Vous ne devenez pas des apatrides, même s'il faudra sortir, à mon avis, de la Convention sur l'apatridie, qui est l'un des problèmes juridiques qui se posent à nous, mais bien moindre que le dossier européen, bien moindre. Et puis surtout, là, c'est le droit international classique. Hein. Vous en sortez en 2 ans, c'est réglé. Hein. Donc, c'est le délai de la Convention de Vienne, de sortie d'un traité. Donc, donc voilà, une fois que vous avez repris votre nationalité, premièrement, vous avez un changement dans notre réaction, parce que pour les policiers, pour les gendarmes ou pour les militaires, si jamais ça devait déraper, là, ils se retrouvent face à des gens qui ne sont pas des nationaux. Donc ça facilite énormément le travail répressif. Et deuxièmement, vous ne faites que reconnaître la situation que ces minorités vous donnent. Ils parlent du bled en permanence, vous les catégorisez comme blédards. Jusque-là, il n'y a pas de discrimination, de quoi que ce soit. Vous ne faites qu'entériner, vous ne voulez pas être français, on vous a donné des papiers qui vous donnent accès qu'à des droits créances, mais vous n'en avez pas pris la part de responsabilité, terminé. Ensuite, il y a le problème particulier de l'islam. Le problème, c'est que les populations qui sont venues en France et dans tous les pays occidentaux sont tellement déconnectés, parce qu'en fait, ils sont déconnectés de leur pays d'envoi, qu'ils ne se rendent pas compte que le visage de l'islam est en train de changer. L'islamisme politique, alors que nous l'avons soutenu. Quand on dit que le Front al-Nosra fait du bon boulot, on les soutient. L'Occident ne doit pas oublier que nous sommes allés les chercher dans les poubelles de l'histoire dès les années 20. On parle beaucoup des frères musulmans à cause du Hamas. Vous savez que le journal des frères musulmans du temps d'Hassan al-Banna, le fondateur, donc le grand-père de M. Ramadan, vous savez comment il était payé, le journal des frères musulmans ?
par la page de pub, la pub de British Petroleum. D'accord ? Donc, malheureusement, il y a un côté, il faut quand même qu'on ait l'honnêteté de se regarder en face, qui ouvre la porte du saloon avec les pieds, se la prend dans... On est d'accord ? L'islamisme, c'est aussi un de nos boomerangs. On est d'accord ? Pas uniquement parce que l'islam est problématique, a toujours été conquérant, etc. C'est un monothéisme violent. Il n'est pas le seul. Les monothéismes, quand ils sont conquérants, sont violents. Mais, il faut être très clair, nous sommes allés les chercher parce que la culture arabe laïque nationaliste nous posait problème. D'accord ? Et maintenant, le golem nous colle au doigt. Mais il a été largement vaincu par qui ? Par l'aviation russe en Syrie. Le djihad international avait 300 000 hommes, ils en ont perdu au moins la moitié. Vous en avez une partie qui est partie dans le Caucase, une partie qui est partie en Afrique noire. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui des califats en Afrique subsaharienne. Donc plus la surinfection de la plaie ethnique. Le Bernard Legan a tout dit là-dessus. Donc je pense il pourrait vous en rajouter très largement. Or, le problème, c'est que l'islamisme politique a quand même beaucoup pris dans la figure. Et donc ces pays-là sont en train de réfléchir. Déjà, ça se voit par l'augmentation du nombre d'athées, ce qui n'avait jamais été comptabilisé. Donc, parce que trop de sang, quoi. Trop de sang. Le problème, c'est que nous, population qui se sont auto-ghettoisés, il n'y a pas de ghetto en France. Un ghetto, c'est quelque chose de précis. Ils se sont auto-ghettoisés, qui se sont pris une foi commune, parce qu'ils ne veulent pas avoir accès à la culture commune, donc ils se sont pris... Et le pire, c'est qu'ils se sont ancrés sur quoi ? Sur la version la plus réactionnaire de l'islam du bled. Et comme en plus, ils n'ont pas la culture, ils n'ont ni la culture de leur pays d'accueil, ni la culture du pays d'envoi. Donc résultat, pour la plupart... Ils s'auto-radicalisent par Internet et par les chaînes islamiques. C'était le travail de M. Kardawi à l'époque. Je crois qu'il est décédé maintenant. Et ils se font leur islam à eux, totalement bricolé, qui n'a rien à voir avec l'islam des Chibani, l'islam des vieux, quoi. Et ça, malheureusement, c'est une part de la jeunesse qui est défrancisée totalement. Il faut la traiter comme défrancisée. Il faut se concentrer sur les autres. Et eux, leur offrir justement des voies d'accès à la remigration. Certains le font d'eux-mêmes. Ils retournent dans leur pays d'origine. Parce qu'ils veulent retrouver une paix, etc. Le droit musulman peut nous y aider. Parce que quand vous vivez en maison de conversion, c'est-à-dire ce qui est entre la maison de la guerre et la maison de la paix, donc entre un pays mécréant et un pays musulman, c'est-à-dire un pays qui est entre les deux, ce que nous sommes. Il n'y a pas de guerre, mais vous n'êtes pas en terre d'islam. Eh bien, il faut les aider à aller en terrain musulman, ce que le droit musulman les oblige à faire, pour ceux qui s'y raccrochent. Et là, on va se rendre compte qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Parce que Allah, c'est bien, la CAF, c'est mieux. Donc, vous voyez, mais pour lutter contre les derniers, il faut les décourager de venir et les décourager de rester. Et bien pour ça, il y a un mot qui est très simple, mais comme vous êtes européiste, vous ne pouvez pas le prononcer, c'est le mot de préférence nationale. Et à partir de ça, vous pouvez... Ensuite, ça ne sert à rien de faire des fausses... Ils sont pas faux, mais ça sert à rien de faire les imams de la République comme l'agrégé grammairien, là, comment s'appelle-t-il, Chalgoumi, parce que là, pour le coup, c'est contre-productif. Ce truc monté par Manuel Valls et Nicolas Sarkozy est totalement contre-productif, parce que ça vous oblige à supporter... parce qu'il y a des gens qui ont réellement les croyants, ça vous oblige à supporter les Hamar Lasfar ou les Tarek Obrou, beaucoup plus dangereux. Donc... Et après, vous pouvez traiter l'islam comme un culte tout à fait classique, surveillé par nos services, avec un certain nombre de règles intangibles du genre la francité des prêches, etc. Et tout le reste, vous n'êtes pas content, c'est l'avion. Donc, et certains de nos pays amis avec qui nous devons reprendre des liens fraternels, je pense à la folie d'Emmanuel Macron de nous éloigner du Maroc, le Maroc et le roi Mohamed VI a fait beaucoup pour la normalisation de l'islam africain, ce qui est le rôle du Maroc. Au Maroc, ça va jusqu'à Tombouctou. Nous aiderons à régler ça avec plaisir. Ensuite, ça ne se fera pas sans contrepartie, mais c'est toujours mieux parce que l'islam ne disparaîtra pas. Et là, pour le coup, je conclus sur un point. Nous combattrons d'autant plus l'islamisme chez nous parce qu'il n'a rien à faire ici.
que nous leur foutrons la paix chez eux. Parce que de dire on va les emmerder chez eux et ça n'aura pas de retour ici, à un moment, il va falloir aussi se calmer là-dessus. Je suis désolé, le monde était beaucoup plus sûr quand Moammar Kadhafi était là, le monde était beaucoup plus sûr quand Saddam Hussein était là, qu'on l'accepte ou qu'on le refuse. Donc, et aujourd'hui, s'ils veulent vivre de manière islamique en terre islamique, ça n'a pas à nous agiter la cafetière. Or, vous voyez, et c'est là où il faut parier sur la mue politique et géopolitique de ces États qui est en cours. Elle est en cours dans le cas iranien, elle est en cours dans le cas saoudien. Donc, la seule chose, c'est que nous faisions respecter nos mœurs, mais que nous les laissions libres des leurs. Une politique là encore, de virilité, mais qui dit virilité internationale dit souveraineté, sera comprise par les États musulmans. Le problème, c'est que dans la vie internationale, quand vous n'êtes pas souverain, vous êtes un faible. Et dans la vie internationale, les faibles, on leur marche dessus. Voilà, c'est triste, c'est pas Charlie. Vous pouvez prendre votre canard thérapeutique pour aller, parce que maintenant on a des animaux thérapeutiques. J'ai vu que les woke, par exemple, aiment beaucoup les canards de transition et thérapeutiques. Donc vous pouvez prendre votre canard thérapeutique et aller pleurer parce que votre canard va vous consoler. Mais malheureusement, la réalité, c'est ça. Et le vrai problème là, vous l'avez bien vu, c'est pas eux le problème, c'est nous le problème. Et on peut toute chose sur soi. Si on a encore cette identité projet, cette identité force, nous c'est le dernier numéro de Perspective Libre pour sur les questions sur le fait identitaire. Le problème, c'est qu'il faut s'entendre sur le fait que l'identité c'est une énergie vitale ou pas. Ou alors c'est un constat, ou c'est un bilan. Mais qui dit bilan, peut dire dépôt de bilan, malheureusement. Et justement, vous l'avez évoqué, ces questions du Moyen-Orient. Comment est-ce qu'aujourd'hui la France devrait se positionner sur ce conflit, cette guerre entre Israël et la Palestine? Alors, là, par exemple, moi, je m'en suis pris une volée de bois vert sur certains sites pro-palestiniens, donc je vais pouvoir le dire. Je pense que le Hamas a voulu faire 3 choses. Le Hamas a voulu damer le pion définitivement à l'autorité palestinienne en provoquant une partie de soulèvement de Cisjordanie. Pour l'instant, c'est un échec. Je pense que le Hamas a voulu empêcher la transition de la zone vers une zone pleinement politique, dont je parle depuis des années. Moi, si vous voulez, que le jour où, il y a plus de 10 ans, quand je disais il y aura un axe Riyad-Tel Aviv, tout le monde me riait au nez, il a eu lieu. Il a eu lieu sur le dos des Iraniens d'abord, mais il a eu lieu. L'axe Téhéran-Riyad, grande réussite de la diplomatie chinoise et de la diplomatie russe, et on était en train d'aplanir cette zone parce que c'est des États. Qui dit État dit intérêt, et l'avantage des intérêts, oui, ils sont froids, mais ils tuent moins de gens. C'est quand on commence à dire je vais mourir pour la civilisation, je vais mourir pour machin, je vais mourir pour truc. Vous remarquez d'ailleurs qu'on dit jamais je vais créer pour machin. Je vais créer pour la civilisation. On dit je vais mourir pour machin. Ou je vais tuer pour machin. Le problème, c'est que quand on commence avec ces grandes idées majuscules, on devient très vite un assassin. Parce que c'est le seul moyen d'ailleurs de prouver la réalité de sa foi. D'un côté comme de l'autre. Okay. Donc, le problème, c'est que le fait civilisationnel et les automatismes guerriers, c'est-à-dire lui, il est plus proche de moi, donc je vais m'attaquer à toi, la seule chose que ça peut provoquer, c'est des engrenages type 14. Ça ne provoquera jamais rien de bon. D'accord ? Or, la logique étatique, en 14, ce qui a joué, c'est les empires centraux, en fait. C'est la logique impériale qui s'est retournée contre nous. La logique civilisationnelle et la logique impériale, c'est 2 choses tout à fait parallèles. Généralement, d'ailleurs, je vous envoie à l'œuvre, à mon avis, magistrale de l'historien Gabriel Martinez-Gros. C'est quoi un empire ? Enfin, c'est quoi une grande religion ? C'est le résidu, au sens toujours résidu de sciences physiques, d'un empire. C'est ça, une grande religion. Or, quand on est donc un fait civilisationnel, si vous prenez l'œuvre magistrale de Régis Debray, l'ouvrage Civilisation. Et le problème, c'est que cette logique-là est une logique intrinsèquement mortifère, parce que c'est une logique qui nie la liberté. C'est le fait étatique et national qui cohabite avec la liberté. L'Empire ne cohabite pas avec la liberté. En son sein ou à ses marges, mais il ne cohabite pas. Le vrai Empire. Pas Napoléon III,
ou l'empire colonial français. Ça, c'est joli, mais c'est bien imité, quoi. C'est de l'empire acheté sur Wish. Vous voyez, le problème, c'est que la France n'est plus audible parce qu'Emmanuel Macron a détruit notre parole à la suite de Flamby et de Sarkozy. Donc, il ne fait qu'emboîter le pas à l'anti-France. Il faut nommer les choses comme elles sont. Et alors que dans cette zone-là, pour le bien de nos amis israéliens, dont je nie absolument pas le droit de se défendre, voire même le droit de se venger, parce que vu ce qu'ils ont pris dans la tronche, on viole mes filles, on enlève mes enfants, vous allez le payer. Vous allez vraiment le payer. Mais le problème, c'est que la vengeance, si elle est compréhensible d'un point de vue militaire et stratégique, et tactique, ne doit pas se retourner contre l'État d'Israël à titre stratégique. D'accord ? Et qu'on le veuille ou pas, il y a beaucoup de populations palestiniennes qui sont utilisées comme boucliers humains à leur corps défendant par le Hamas, qui n'ont pas à souffrir plus qu'elles ne souffrent déjà, et elles souffrent déjà atrocement. Ensuite, l'honnêteté oblige à dire que si on ne voulait pas avoir à être en face du Hamas comme entité politique avec laquelle devoir négocier un jour, il ne fallait pas aider à sa création. Voilà. Et je dis ça, moi j'ai traduit le grand philosophe nationaliste israélien, un ouvrage magistral, Les vertus du nationalisme, mon ami Yoram Hazony, préfacé par quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Majid William Gladel. Si vous voulez, là je parle d'un œil gaulien. Il ne faut jamais oublier que le discours de 67 est un discours d'un allié. Il a d'ailleurs été pris pour tel par quelqu'un qui s'estimait très proche, et les deux hommes s'appréciaient énormément, qu'est Ben Gourion. Le problème, c'est qu'un véritable allié, ça vous dit aussi, là, tu t'es peut-être mis dans la mouise. Et malheureusement, là, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que il faut à un moment remettre sur la table une initiative pour la création d'un État palestinien. Mon ami André Berkoff le dit bien. Il faut solder ce conflit pour que la zone puisse reprendre ce qu'elle était en train de faire depuis les accords d'Abraham. Et c'est pour ça que le Hamas a attaqué. Parce que le Hamas sent qu'il perdait du fric, il perdait des soutiens financiers, et surtout qu'une partie de la rue arabe, même si elle souffre pour les Palestiniens par des proximités culturelles, eh bien, elle voyait l'Arabie Saoudite s'orienter vers la multipolarité, l'Égypte également, l'Iran également. Donc d'un côté, on allait vers des logiques de partage de puissance et d'État dans laquelle Israël a toute sa place. Parce qu'Israël est une puissance, elle a mérité sa puissance, et donc l'Arabie Saoudite en tient compte aujourd'hui. D'ailleurs, Mohammed Ben Salman est allé loin, il était prêt à reconnaître sans condition, à certains moments des négociations. Là, c'est gelé, parce que la Corée du Nord islamique, et encore, sans méchanceté pour les Nord-Coréens, mais le côté hibernatus du Hamas, qui est l'un des derniers partis islamiques combattants qui restent debout, tu vois. Et ben eux, ça a été non, on va refaire revenir la zone au statu quo ante en faisant l'acte le plus ignoble et le plus spectaculaire possible, parce que sinon, la normalisation de la zone va faire notre mise au rencard. Et tous les extrémistes de la zone luttent contre cette avancée étatique, tous les extrémistes de la zone, tous, parce qu'ils savent qu'ils vont être perdus. Que ce soit même en Israël, il y en a en Iran, qui savent que si la zone subit ce Westphalie, c'est un petit Westphalie, c'est-à-dire c'est une paix des États et des braves, sur la base des intérêts, de la puissance et de la souveraineté. C'est les seules paix qui vaillent. C'est un peu ce que disait, je crois, Talleyrand, c'est la paix des arrière-pensées. C'est les meilleurs accords, c'est les accords entre arrière-pensées. Et pour le coup, ils sont mis au rebut. Et donc là, c'est pour ça que le Hamas a fait ce qu'il a fait. Parce que même le Qatar voulait laisser tomber. Il ne faut pas oublier ce que Alain Bauer a très bien rappelé, que le Qatar a été choisi comme soutien pour le Hamas par les Américains quand les Saoudiens ont retiré leurs billes. Faut dire, le Qatar a toujours un peu soutenu les FM, les frères musulmans. Le problème, c'est que maintenant, même le Qatar, ça va. Nous aussi, on veut retirer nos billes. Parce qu'il y a d'autres choses à faire, justement parce qu'une partie des États du Golfe et des petits États du Golfe ont choisi dès les années 2010 de diversifier leur économie, de se développer, quoi. Donc, si vous voulez, quand vous entrez dans le dur, dans la politique, dans le développement, quand vous devez former vos ingénieurs, faire votre dynamique de puissance, la religion, c'est bien.
Mais ça devient de plus en plus loin. Parce que vous pouvez faire les prières, le moulin à prière, ça ne vous donne pas des ingénieurs. Même si vous tournez très vite, le moulin à prière. Donc voilà, c'est un argument géopolitique, hein, attention, hein, et important la religion. Mais ça ne se substitue pas à une dynamique étatique de développement, c'est tout ce que je dis. Or, la France devrait appeler déjà à Israël ayant liquidé une partie des forces vives, particulièrement des commandants du Hamas. Elle a déjà frappé le Hamas au cœur. Il faut les laisser, il faut appeler au cessez-le-feu une fois que les principaux tunnels auront été détruits. Israël a un armement à perforation pour pouvoir le faire. Ça substituera au fait, le pire serait de s'engager dans les tunnels. Là, pour le coup, c'est un scénario à la tchétchène. Enfin, c'est Grozny plus Beyrouth. Donc, on va éviter. C'est d'ailleurs ce à quoi le Hamas s'est préparé. Il s'est préparé qu'à ça. Donc, le tout, c'est d'éviter, là encore, l'hystérisation. Pour le bien des intérêts de la France, mais également pour le bien des intérêts de nos alliés israéliens et de nos alliés qui sont les vieilles nations arabes, qui sont, depuis des siècles, pour certaines, nos alliés. Voilà. La seule chose, c'est que la France est vue comme devant suivre les délires de Madame von der Leyen, qui en a rajouté 2 couches alors que personne ne lui a rien demandé. Donc, et la France est vue comme n'ayant pas un œil autonome là-dessus, vous voyez. Et donc, personne ne nous écoute. Ni nos amis israéliens qui se disent de toute façon, c'est rien de plus que la sous-parole de Washington, donc on va parler directement, on parle au maître, on parle pas au laquais. Et malheureusement, beaucoup de capitales arabes pensent exactement la même chose. La Chine et la Russie essayent d'éviter que ce conflit fasse tache d'huile. Faisons pareil. On peut dire ce qu'on veut de Vladimir Poutine. Et on peut le détester autant que possible. Pourquoi pas? Mais il faut être honnête, le seul qui a pris son téléphone et appelé tous les protagonistes, c'est lui. J'en dis pas de bien, je fais un constat. À un moment, parce que moi je veux bien qu'on entre dans une dynamique civilisationnelle. Une dynamique civilisationnelle, c'est un fait Highlander. D'accord? À la fin, il y en a un debout. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Parce que c'est pas uniquement la question Israël plus Gaza, c'est 3 départements français, d'accord? De taille. Gaza, c'est l'équivalent en taille du territoire de Belfort, d'accord? Le problème, c'est que si on veut se mesurer avec la totalité du monde arabe, c'est 300 millions de gens. Si on veut la totalité du monde islamique, c'est 1 milliard de gens. Donc, évitons ces emphases verbales qui vont nous coûter trop cher. Je ne dis pas du tout, vous avez remarqué que moi je reste dans une politique de la virilité et de l'étatisme. C'est-à-dire, nous on est fort, ne nous attaquez pas, sinon ça va mal se mettre. Mais une large part des peuples et arabes et musulmans ne veulent pas se battre avec nous. Donc, je pense que tout le monde a intérêt à la détente générale. Le Hamas doit payer ce qu'il a fait, discutablement, mais en criminalisant la totalité des Palestiniens, dont une partie sont ses otages, nous lui donnons de nouvelles recrues pour remplacer ce que les Israéliens viennent de liquider. Vous comprenez que c'est contre-productif. Est-ce que, ce faisant, je nie l'intérêt d'Israël à se défendre? Pas du tout. Je dis juste que il est tout à fait normal de venger nos morts. Que ce soit pour eux, que ce soit pour nous. Mais l'intelligence stratégique n'est pas une option, c'est une obligation. Et la France devrait l'encourager parce que, et je le dis, il y a des gens que je trouve irresponsables de taper dans le dos du bidas israélien et de lui dire vas-y, attaque-les, parce que d'un côté, c'est les cousins des immigrés qui, moi, me posent problème ici, mais moi, je peux pas m'attaquer à eux, j'ai Charles Michel. Comme j'ai peur de Charles Michel, toi, t'as pas peur du Hamas. Je trouve que c'est une dynamique irresponsable. Il faut garder la logique politique, parce que je le dis, la logique civilisationnelle, elle a un romantisme que l'État n'a pas, je vous l'accorde bien volontiers. Mais moi, malheureusement, ma vie m'a fait connaître des résidus de guerre civile. Au Rwanda, en Yougoslavie, et surtout au Liban. Et au Cambodge. Les petits cons qui sont des fiers à bras au début des guerres civiles, je l'ai vu particulièrement dans le cas libanais, ils font peu de MMA et peu de close combat militaire, mais ils font beaucoup de courses à pied quand ça commence. D'accord? Et résultat, eux, ils se tirent,
Et c'est les bons patriotes qui prennent sur la gueule et qui assument une guerre civile, c'est-à-dire une guerre sur votre palier. Donc, arrêtons de raisonner comme si tout ça était gratuit. Arrêtons de raisonner comme si le risque d'embrasement était totalement nul. Je le pense pour l'instant encore sous contrôle. Nous verrons, d'ici 3 heures, Nasrallah aura parlé. Le problème, c'est que l'Iran est retenu aussi par la Russie, par la Chine, etc. Vous voyez ? Et Nasrallah n'ira pas sans les Iraniens. Les Saoudiens ne veulent pas s'engager dans ce conflit de toute évidence. Donc, à un moment, peut-être que ça s'embrasera. Ce n'est pas impossible, si quelqu'un fait quelque chose de stupide. Justement, en laissant tomber la raison étatique. La raison étatique, c'est bon. Ce qui est arrivé est horrible. Les hommes qui ont fait ça doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Mais ça ne doit pas remettre en cause la nécessité pour toute cette zone de s'en sortir. Je pense que ça devrait être le discours de la France, au lieu d'avoir un discours de suivisme qui à la fin se retournera même contre nos alliés israéliens qui sont en train de perdre dans toute une partie du monde une part de la guerre de l'information, alors que c'est eux qui ont été attaqués. Et ça, ce n'est pas se comporter en alliés. Voilà. Plus le dossier humanitaire des populations palestiniennes, qui est quand même extrêmement préoccupant. N'importe qui voit l'état sanitaire de Gaza. Bon, si tu veux, on ne peut pas assumer ça. Ou alors l'Occident sera dans un perpétuel double discours qui nous marginalise à l'échelle du monde. Et après, faudra pas demander sur quelle base de nouveaux djihadistes seront recrutés. Voilà, c'est... Là encore, Westphalie, équilibre diplomatique. Nos amis israéliens sont tout à fait capables de se défendre. Personne ne les détruira, c'est une puissance nucléarisée. Et d'ailleurs, comme le disait le général de Gaulle en 67, nous n'accepterions pas qu'il fût détruit. Là, ce qu'il faut pour qu'Israël soit assuré de sa sécurité, c'est qu'à un moment, la question palestinienne soit réglée. C'est-à-dire qu'ils aient un État, un vrai État, pas une archipel comme ils ont là, un vrai État, avec une vraie autorité légitime, ce qui permettra de chasser la corruption et les barbus. Parce qu'ils ont un point commun, les corrompus de certains groupes palestiniens, type autorité palestinienne, et les mecs du Hamas. C'est que dans le développement, dans le fait de faire quelque chose pour les Palestiniens, dans les deux cas, ils ont échoué. Et pas uniquement de la faute d'Israël, de leur propre faute à eux. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes, ils n'en veulent pas d'un État palestinien, parce qu'ils savent qu'à la minute où ils en ont un, eu d'écart. Parce que c'est des bons à rien. Juste bon, prendre des tapis de prière, à demander des trucs à Allah et à demander des trucs à Pognon, son cousin. Parce que c'est ça qui les intéresse surtout. Voilà. Mais j'aimerais que la France ait une position comme celle-là, plutôt que d'être en permanence en train de suivre, et après en train de se demander si on ne doit pas faire des réunions perpétuelles à la préfecture de police de Paris, si parce qu'il y a un conflit à des milliers de kilomètres d'ici, ça ne va pas faire brûler les banlieues à Paris. Vous vous rendez compte l'état de fragilité de la France ? C'est-à-dire, il se passe un truc à Perpète-les-Oies, ça devient un problème de sécurité nationale en France. Ça devient un problème à l'Assemblée nationale, et ça devient un problème politique majeur. Et tout le monde en rajoute une couche. C'est-à-dire, grosso modo, il y aura un mort en plus de tous les autres dans le conflit israélo-arabe, ce sera l'unité française. Une question qui est un peu de côté, mais qui est dans le prolongement, c'est une question un peu géopolitique en même temps de territoire national, c'est la question des trafics en France, trafic de drogue, trafic d'armes, donc une question de maîtrise de notre territoire, et en même temps forcément de géopolitique. Récemment, je lisais Le Parisien, il annonçait que le trafic d'armes, il tournait vraiment très fort justement dans la banlieue parisienne. Est-ce que la France est en train de devenir un narco-État? Vous avez un très bel ouvrage qui vient de sortir sur la question, qui s'appelle Drugstore, aux éditions du Cerf. Donc, un très bel ouvrage. J'ai reçu d'ailleurs la personne qui l'a écrit, un homme, Michel Gandillon, un homme extraordinaire, très sympathique, qui a fait chez nous justement une intervention sur le trafic de drogue comme atteinte majeure à la souveraineté de la France. Alors, on va être très clair. Quand vous laissez des gens empoisonner votre jeunesse sans coup férir, vous n'êtes plus un État souverain. D'accord ? Donc là, on va différencier 3 problèmes. On va différencier le trafic en lui-même de stupéfiants, le trafic d'armes
et les conditions sociales qui aident le trafic, et qui sont aussi graves que le trafic lui-même, qui aident le trafic de drogue. Le trafic d'armes sert avant tout à sécuriser les réseaux mafieux. C'est-à-dire, on va être très simple, hein. Dans un trafic de drogue, si on prend l'exemple des narco-états mexicains, mais c'est la même chose dans tous les trafics, vous avez une géopolitique qui est très pauvre, qui a deux plans. Linea, plaza. Ligne d'approvisionnement, place forte de stockage. Stockage d'armes, d'argent et de marchandises. D'accord ? Linea, ligne d'approvisionnement. On est d'accord ? Donc, le trafic d'armes sert avant tout à protéger ces lignes d'approvisionnement et ces plateformes de stockage de la drogue. C'est le trafic de drogue qu'il faut mettre sous pression en premier. Le trafic d'armes est extrêmement grave, il doit être écrasé et liquidé, mais il sert à ça, au grand banditisme, qui s'en sert pour le gros matos. Alors, des trucs qui sont un peu perdus vu les techniques de stockage des billets maintenant, avec entre autres les taches d'encre, etc., qui étaient l'attaque de fourgons blindés. Et avant les attaques de banque, mais là ça fait longtemps qu'ils ont laissé tomber. Donc ça sert pour du gros matos. Tu vois, mais comme ce grand banditisme-là a de moins en moins l'occasion, alors maintenant ils font quand même des vols particulièrement place Vendôme, en plein jour, etc. Vous voyez, on en entend quelques-uns. Ou du homejacking de célébrités. Ça aussi c'est très utile parce qu'on trouve beaucoup d'argent liquide. Des trucs qui auraient intéressé le fisc à une époque. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne voyez rien par là, moi non plus. Donc, parfois des coups montés. Prenez l'attaque du mec du comité olympique, le représentant mongol, qui a été détroussé de 600 000 euros. Donc ça, par exemple, il faut du gros matos pour faire ça. Le trafic d'armes sert à ça. Mais surtout à sécuriser la drogue. C'est pour ça qu'il faut frapper les stupes. Il y a deux manières de frapper les stupes. Soit vous faites la technique qui a raté, c'est-à-dire de les légaliser en disant ce qui est l'équivalent, vous savez, pour les cellules de déradicalisation, pour les barbus, de leur faire caresser des chats. Tu vois, c'est-à-dire d'essayer de les amadouer. Ça ne sert à rien. Dans un cas, ils sont pas fous, donc ça sert à rien de les mettre en psychiatrie. Ou alors vous dites qu'ils sont fous parce qu'ils sont croyants. Mais si c'est le cas, il faut foutre en tôle tous les gens qui croient. Donc il va falloir quand même faire une grosse politique d'investissement en termes de bâtiments. Et vous allez me dire, quel rapport entre les deux ? Vous allez le voir à la fin, il est évident. Et de l'autre, vous dites, si je légalise, bah voilà, les gens sont contents, le mec à cheveux bleus va aller se faire son harfouf à 15 feuilles, et comme ça, il passera pas la drogue dure. En réalité, vous dépolitisez dans les deux cas. C'est là où je veux en venir. L'un, vous lui refusez d'être un de vos adversaires politiques qui a fait un choix de s'attaquer à vos civils, qui fait un choix d'avoir pris une foi qui entend votre destruction, et donc vous refusez de le traiter comme il doit être traité. Puis après tout, comme disait Vladimir Poutine, après tout, ils veulent voir les houris. Hein. Nous, la seule chose qu'on peut faire pour leur bien, c'est de faciliter les présentations, quoi. Voilà, Et l'autre, vous le dépolitisez parce que vous oubliez que le trafic de stupes n'est pas du tout uniquement une affaire de clients-fournisseurs, c'est une dynamique de pouvoir et de territoire. C'est drôle d'ailleurs, parce que moins vous êtes souverain, moins vous savez ce qu'est la politique, plus vous dépolitisez les gens qui sont en face de vous. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous avez besoin ? Ça, c'est un truc, Benjamin Barber, dans Le capitalisme nous infantilise, avait très bien traité ça. Comme on devient de grands adolescents, on voit tous les autres comme des enfants. Ah oui, non, mais c'est pas sa faute. Son père lui a pas acheté son poney quand il a eu les 16 printemps, alors il a fait le Bataclan. Oui, mais tu vois, c'est pas sa faute. Il est victime de racisme systémique, alors ils vendent la mort. Pourquoi vous les dépolitisez comme ça ? Ils sont dans une dynamique de contrôle de territoire. Je le dis assez souvent, et ça je le sais de mes maîtres, ils ne veulent pas le désordre. Ça je le dis pour une part d'extrême gauche qui pense que le dealer de porte cochère serait une sorte de guévariste botaniste qui voit la révolution au bout du harfouf. Pas du tout. Lui, il est dans une optique de domination de territoire. Et là, pour le coup, le camarade Laurent Berton a tout à fait raison dans Guérilla. C'est que le jour où les cheveux bleus seront à leurs mains, ça va être un plaisir sans fin.
sans fin. Donc ils doivent être traités politiquement. Les traiter politiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà prendre l'ampleur de la menace. L'ampleur de la menace est double. Premièrement, une déstabilisation géopolitique qui vient à la fois parfois de nos alliés, malheureusement, notre allié marocain par exemple sur le cannabis. Donc il faut voir avec nos amis marocains comment ils pourraient eux-mêmes désintoxiquer leur économie et à quel prix du cannabis, déjà. Deuxièmement, il faut bien comprendre que par une infiltration de plus en plus grande de la drogue, et particulièrement de la cocaïne venant des cartels, nous avons un pourrissement de 2 États à notre frontière, dont un à notre frontière immédiate. La Belgique et les Pays-Bas, qui sont déjà des narco-États. La Belgique en devenir, les Pays-Bas, c'est fait. Quand des narco-groupes font savoir que si on les embête trop du côté du contrôle des installations portuaires néerlandaises, ils kidnapperont la princesse de Hollande et ils tueront le Premier ministre, à titre d'exemple, pour qu'ils prennent la confiance comme ça. Et malheureusement, s'ils ont été sélectionnés comme partenaires par les cartels mexicains, qui, croyez-moi, sont des gens sérieux. Lisez le livre de Thierry Noël, lisez également la littérature mexicaine sur les disparus. Enfin, si vous voulez, là, pour le coup, ça vaudrait le coup de faire une force internationale. Le problème, c'est qu'une partie de l'État mexicain joue avec les cartels les uns contre les autres pour des raisons de pognon, et que malheureusement, le grand voisin du Nord américain, même si l'US Army aimerait intervenir, ça je le sais par mes correspondants, l'État américain est trop content d'un certain côté que les cartels affaiblissent le Mexique, qui est quand même un État qui a du poids. Et deuxièmement, que malheureusement, par une dynamique de contrôle social par les drogues dont il faut parler, une part de l'élite américaine n'est pas mécontente qu'une partie des Américains soit sous l'emprise de la drogue, parce qu'au moins, une population camée, c'est une population qu'obéit. Alors vous me dites, vous leur prêtez, je leur prête rien du tout, je fais un constat. Maintenant, les séries américaines vous le disent, les officiels américains le reconnaissent à demi-mot, et même Hollywood vous le fait voir. Donc, or, chez les Américains, tout passe par l'image. Hein, parce que c'est un peuple qui démontre comme ça. Nous, le cinéma est des hommes de théâtre, eux, des gens qui faisaient du cirque. Donc, si vous voulez, d'où leur supériorité visuelle évidente. Or, dès le début du cinéma américain. Or, ils le reconnaissent comme ça. Et si vous voulez une source chiffrée, vous avez le vieux ouvrage sur la CIA et l'héroïne aux éditions du Lézard, qui est fait par un journaliste d'investigation américain, universitaire, tout va bien. Malheureusement, c'est acté. Le relisez Thierry Noël, hein, vous verrez qu'un grand spécialiste de ces questions-là, et vous avez toute l'épopée, si on peut oser parler d'épopée Escobar. Je rappelle qu'Escobar a été agent de la DEA, hein, que c'est son fils lui-même qui le maintient. Donc, nous avons fait une grosse erreur, c'est que nous avons mis la main dans l'aspect géopolitique des drogues. Et ça, pour le coup, nous devons nous sevrer nous-mêmes là-dessus. Parce que sinon, on n'arrêtera pas. Une fois qu'on a fait ces problèmes géopolitiques, il faut faire le problème politique. Le problème politique est double. Un, il y a des tas de secteurs de l'économie qui sont hybridés par l'argent de la drogue et par la consommation de la drogue. Une partie du monde politique, une partie du showbiz, une partie de certaines entreprises difficiles. Je pense par exemple au métier de la nuit, au métier de la restauration, qui en reposent en partie, etc., etc., etc. Donc déjà, il y a une socialisation de la drogue qui est à détruire. Qui est à détruire comment? Pas en apprenant aux gamins que la drogue c'est pas bien. À 15 ans, on est des démons. Il faut leur dire que la drogue, ça va faire de vous des merdes. Je vais donner un exemple que Xavier Hofer cite à intervalles réguliers, de manière, comme toujours avec le personnage, totalement à propos, l'exemple du deuil d'Amy Winehouse. Le martyr et la mort de cette pauvre gamine, qui était quand même une voix extraordinaire, hein. Back to the Black, c'est une vraie chanson. Auteur, compositeur, interprète, hein, quand même. Hein. A plus fait chuter la consommation de stupéfiants en Grande-Bretagne que notre appareil éducatif, que leur appareil éducatif et leur appareil répressif. Ça prouve qu'on s'y prend mal. Il faut leur dire, voilà, la drogue, ça va faire ça. La drogue, ça vient de ça. Si vous voulez, c'est une génération aussi qui se pose des questions de la traçabilité, de la bonne santé, des aliments. C'est pas pour rien que c'est une génération qui est malade de son apparence. Donc il faut
Leur dire, voilà, la drogue, ça va te faire ça. Tu vas devenir une merde. Tu vas devenir profondément une merde. Et là, il faut leur faire voir dans les vrais détails, c'est-à-dire les Parkinson jeunes. D'accord ? Les dédoublements de personnalité, la schizophrénie acquise, dès le H. Dès le H. Il n'y a pas besoin de la C pour ça. Ça, c'est une politique très jeune de prévention, et de prévention par l'humiliation du drogué. Le drogué, c'est pas cool. D'accord ? Moi, j'ai rien. Moi, j'ai adoré Scarface. Scarface, il faut leur apprendre comment ça se termine. The world is yours, ça se termine baignant dans ton propre sang dans une piscine. D'accord ? Ensuite, ça, c'est compter consommateur. Il ne faut pas les rançonner, d'accord, mais alors vous n'allez pas les incarcérer, il faut arrêter. Il faut ensuite viser les réseaux. Premièrement, alors le réseau fait principalement de la drogue, mais il faut aussi liquider ses à côté. Moi, j'ai toujours été pour la légalisation de la prostitution, justement pour que les filles ne tombent pas. Le vrai problème, c'est pas la fille, c'est le Mac. Et le Mac est occasionnellement dealer. Tu vois, il est ambidextre. Il faut lui retirer une partie de ses sources de revenus pour pouvoir, lui, le traiter policièrement. Et pour le traiter policièrement, on va être très honnête. Il faut peut-être revoir nos lois sur le... Alors déjà, il faut bien sûr appliquer la loi, vu qu'on est en France. Alors, en France, c'est le seul pays où tu dois dire, avant de changer une règle pénale, qu'il faudrait déjà appliquer celle qui est là, parce que comme elle n'est pas appliquée, tout va bien. Tu vois, je pense qu'il y a des faits... Alors là, peut-être qu'un meilleur qu'un juriste, je pense à Ghislain Benassa, qui fait d'excellents boulots, pour y répondre mieux que moi. Je pense qu'il faudrait adapter peut-être notre loi sur le crime organisé. Par exemple, la loi américaine RICO m'apparaît assez bien. Parce que alors certes, à l'inverse, à charge de la preuve, et le syndicat de la magistrature va chialer, tous ces gens-là vont chialer. Ils vont en appeler à l'état de droit, à la dignité humaine, tout ça. Pardonne-moi de ne pas sortir le violon, c'est une musique que je connais. Tu vois, le problème, c'est que c'est une musique, tu sais, c'est un peu comme la BO de Requiem for a Dream. Tu vois, elle est bien, mais on l'a trop entendue. Donc, donc voilà. Et deuxième chose, il faut passer toute la législation du stup en empoisonnement. Vous n'avez aucune traçabilité sur la marchandise. Vous cachez ses effets secondaires, ça s'appelle de l'empoisonnement. Là, d'un seul coup, on envoie ça en cour d'assises. Pas le même tarif. Le problème, vous me direz, les magistrats le requalifieront en mise en danger délibéré, en truc involontaire, en machin. Ils vont tout essayer pour le correctionnaliser, pour éviter les jurys d'assises. Ce qu'ils font déjà pour le viol, alors pourquoi ils ne le feront pas pour ça ? Ça, c'est un autre sujet qui est la discipline des magistrats, qui nous emmènerait beaucoup trop loin, mais qu'un jour ou l'autre, quelqu'un devra mettre sur le tapis en France. Parce que le corps judiciaire a déjà eu la peau d'une monarchie, il est hors de question qu'elle fasse tomber l'État une deuxième fois. Donc, et pour le reste, eh bien, on va être très clair. Outre le fait de les traiter pour empoisonnement, on peut même en faire passer une partie à cause du risque d'hybridation. C'est très rare, en fait, que le trafic hybride vers le terrorisme. Pour une raison, c'est que le terrorisme, ça attire vraiment les flics. Donc, pour avoir la paix du trafic, on évite de frayer avec les barbus. Ça a été une loi jusqu'à Khaled Kelkal. Le premier hybride, en tout cas en France. Le second, ça a été Mohamed Merah. Khaled Kelkal, Mohamed Merah. Il y a près de 15 ans entre les deux, je crois. Entre l'attentat du métro Saint-Michel et l'attentat contre nos militaires d'abord et ensuite contre l'école aux oratoires. Mais par contre, on peut les traiter avec les moyens de l'antiterrorisme. Pourquoi pas ? Il y a un risque. Donc 96 heures de garde à vue. Et là, pour le coup, vu ce qu'est le dealer de porte cochère, vous inquiétez pas. C'est là où j'en veux au ministre de l'Intérieur français, quel qu'il soit d'ailleurs. Nous n'avons pas affaire aux narco-mexicains. Qu'est-ce que ce serait ? Par contre, le trafic se défendra face à une politique de fermeté. Il faut attendre à perdre des hommes. C'est terrible, mais il faut attendre. Parce qu'ils vont commencer à vouloir s'en prendre aux forces de l'ordre. Et ils vont s'en prendre justement avec une partie des armes dont tu parlais tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Eh bien, si c'est le cas, ils devront être traités policièrement, comme dit le général Soublet. On s'entend sur le fait d'être traités policièrement ? Après tout, ces hommes ont choisi leur vie, et quand on choisit le début du film, on en choisit la fin souvent. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais alors après, il y a toute une politique pénale avec construction de bâtiments, etc. Ça, évidemment, c'est la conséquence. Et bien sûr,
évaluation des conditions de vie des prisonniers. Moi, j'ai déjà dit qu'il fallait revenir sur une partie des réformes Badinter, entre autres sur la question des QHS. Mais également, il faut les Français, parce que moi j'avais vu une sondage hier, les Français ont le cœur dur pour la condition des détenus. Encore heureux. Vous avez vu la condition de... On a quoi on a 80 000, 100 000 étudiantes qui se prostituent. Excusez-moi, c'est à elles que je pense. Les taulards, ils ont eu leur chance, pour la plupart. Par contre, il faut voir leurs conditions de détention. C'est-à-dire qu'ils doivent être dans des endroits propres. Mais par contre, ils doivent mériter leur pitance. Ils coûtent près de 1 000 € par jour par tête, quand même. Donc, là, pour l'instant, on leur fait faire des parties de cartes et de la PlayStation. Donc, allez, il est beau, le système répressif français. Après, il y a des tas de choses qui sont à étudier dans le cadre de référendum. La relégation, la reprise pour d'autres crimes, pas nécessairement pour celui-là, de notre chaîne répressive, avec la question évidemment de la peine capitale. Ça appartient aux Français. Ça ne m'appartient pas à moi. Tu as remarqué, c'est pas à moi, tout le monde s'en fout de ce que je pense. Je dis juste que les Français devraient avoir le droit de maîtriser leur appareil répressif parce que c'est leurs gamins, en fin de compte, qui payent l'addition. Et c'est à eux d'autoriser leurs forces répressives à utiliser la pleine répression contre des gens qui n'ont pas à être réinsérés. Ils se sont jamais insérés. Donc, je le dis souvent et permets-moi de le répéter, un État n'est pas un prêtre. Ils veulent le pardon, ils le demandent à Dieu. L'État pardonne pas pour la mise en danger de ses enfants. Donc voilà. Ensuite, je le dis, le trafic ne se laissera pas faire. Et sera soutenu par la xénocratie. N'oublie pas que d'après les statistiques européennes, nous devons incorporer dans le calcul de nos agrégats économiques et du PIB en premier la prostitution et le trafic de stupes. Je te rappelle que quand Rodrigo Duterte a voulu faire la guerre à la drogue, il est vrai que entre les dealers plus leurs consommateurs, on estime qu'il en a buté au minimum entre 40 et 60 000, au minimum. Mais il le faisait déjà quand il était procureur de Manille. C'est pour ça qu'il a été élu et qu'il a eu des taux de popularité que dans ses rêves embrumés les plus fous, quoi qu'il prenne, Emmanuel Macron n'atteindra jamais. Parce que il était face à une armée criminelle de 200 000 hommes. Alors oui, 50 000 sont morts, mais 100 000 se sont rendus. Ils sont en vie. Bon, la tôle aux Philippines, on n'est pas dans les tôles de 4 étoiles françaises, je te l'accorde bien volontiers. Mais qui s'est attaqué à lui? Qui s'est attaqué à cet homme? L'Union européenne, l'ennemi le premier, et donc le premier soutien du trafic de drogue aux Philippines, et l'épiscopat de Manille pour des raisons de denier du culte, si tu vois ce que je veux dire. Bon, très bien. Plus que de sauvetage des âmes. Le denier du culte passe avant. Donc, le problème, c'est que l'Union européenne soutient les trafics à l'étranger. Elle le soutiendra chez nous. Je te rappelle que l'Union européenne va pousser à l'entrée de pays qui sont des narco-pays. Le Monténégro, trafic de cigarettes. L'Albanie, je dirais pas ce que j'en pense. L'entité kosovarde, qui, je te rappelle, pourtant n'est pas reconnue par au moins 6 États européens, dont un majeur qu'est l'Espagne. Donc, qu'est-ce que c'est ça, sinon être le soutien discret mais permanent du crime organisé? Qu'est-ce que c'est ça? Là encore, tu veux t'opposer à eux, tu dois t'opposer à eux souverains, parce que sinon, ils nous empêcheront de prendre la mesure du problème et la mesure répressive, parce qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ceux que la criminologie du 19e siècle appelait des criminels d'habitude ne sont pas sauvables. Ils ne s'amenderont pas, et même dans leur plus petit grade. Le chouf qui est payé, donc le chouf, celui qui siffle quand il voit les flics au trafic de drogue, d'accord, guetteur, il est payé combien? 150, 200 € la journée? Tu vas l'envoyer à l'usine pour 11 €, entre 9 et 11 € de l'heure, tu es sûr de toi? Tu es sûr de toi? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et là, pour le coup, c'est une réponse sociale qu'il faut faire au trafic de drogue, pas sociale au sens, on va leur donner des ghetto blasters et des ballons de basket. C'est-à-dire que il faut justement s'occuper de la condition du peuple ouvrier et des travailleurs pour que ceux qui s'enrichissent sans cause, quels qu'ils soient, racailles d'en haut, racailles d'en bas,
ne puisse pas détruire le rapport que toute une jeunesse a au travail. Ce qui est obligatoire, si tu ne sanctionnes pas le fait que des mecs puissent gagner, en vendant de la mort, 1 000 € par jour. Sinon, si tu veux, la plupart des jeunes gens étant des gens de très braves, bien sûr, ils voudront jamais aller là-dedans, mais eux, ils auront une vie de merde pendant qu'ils verront le trafic rendre riche des gens. C'est pour ça que la vie de ces gens-là doit être pourrie, et si elle doit être écourtée, j'en suis très triste, je compatis, pardonne-moi de réserver mes larmes à d'autres. C'était ma dernière question. Merci pour cet entretien, Pierre-Yves Rogeron. Merci d'avoir Merci répondu... à toi, et merci à Livre Noir, et bon courage surtout. Merci d'avoir répondu à nos nombreuses questions. C'est toujours passionnant de vous écouter sur tous ces sujets d'actualité. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont apprécié cet entretien à se renseigner sur le travail qui est mené par le Cercle Aristote, notamment sur toutes les questions de souveraineté. Ils font un excellent travail, donc je vous invite à aller voir ce qui est produit. Avant de clôturer cet entretien, j'invite encore une fois tous ceux qui suivent Livre Noir à participer à notre grande campagne d'abonnement numérique et magazine. Comme je le disais en introduction, Livre Noir se développe beaucoup. Nous avons maintenant un magazine dans les kiosques qui fonctionne très bien. Mais nous avons aussi, pour des besoins de pérennité, vous savez, nous sommes beaucoup attaqués, nous avons besoin de votre soutien. Donc, souscrivez à un abonnement annuel, qu'il soit numérique ou magazine, en vous rendant sur notre site internet www.livrenoir.fr. Merci infiniment à tous ceux qui nous permettront d'évoluer. Merci infiniment, Pierre-Yves Rogeron. Merci à vous surtout, et vraiment, longue vie à Livre Noir. Merci à tous, et merci et bonne soirée. Livre Noir. Oui, ce sera Livre Noir. Quel meilleur nom que celui-ci, si proche de ce qu'étaient nos ambitions, celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays, celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Aujourd'hui, Livre Noir est là. Nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurerons. Sur Livre Noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez.